Monsieur Michelin, bonjour. Bonjour, Madame Merci de, Rachid. merci de nous accorder de votre temps pour cette entrevue et bienvenue à votre-écoffe.com. C'est un plaisir. On voudrait savoir tout de même comment est-ce que vous vous portez en cette nouvelle année. Il faut dire que je me porte bien, je me porte comme le pays d'ailleurs, et nous faisons face à son évolution, ses difficultés, nous partageons tout, donc je me sens bien. D'accord. Alors, Monsieur Michelin, on vous connaît comme étant un acteur de la vie syndicale très engagé, notamment dans le domaine de la santé. Nous sommes en période de transition et on voudrait savoir si vous êtes satisfait de la gestion de ce domaine de la santé, notamment en cette période de transition. Bon, déjà, il faut dire que dans le cas de la transition, j'ai un groupe que je dirige, un regroupement des organisations syndicales, confessions religieuses, d'autres acteurs d'ONG et associations qu'on appelle le GFNSAT. Et dans le cadre du GFNSAT, nous avons pour mission de suivre les activités du CTRI, voir ce qui s'est fait en bien, ce qui s'est fait en mal. On se donne notre opinion. Et donc, je dirais pour ce qui concerne la santé, il y a quand même des choses qui ont été faites, même pour, on va dire, poursuivre les projets engagés par le pouvoir déchu. Il y a des choses qui ont été faites. Et il y a aussi des initiatives qui ont été prises par les nouvelles autorités de la transition, pour lesquelles nous saluons, parce qu'il y a quand même eu pas mal de structures qui ont été érigées sur le plan infrastructurel, sans oublier l'appui sur le plateau technique. Le président vient de faire tout dernièrement un don aux structures des régions, donc tous ceux qui sont à l'intérieur du pays, un support leur permettant d'améliorer l'offre de soins. Bon, pas mal de choses pour lesquelles nous avons, pour l'instant, on va dire, un jugement mi-figue, mi-raisin. D'accord. Donc, c'est, je crois, au sortir de peut-être un peu le 12 avril qu'on fera le véritable bilan de l'action menée par le CTRI au niveau de la santé. Mi-figue, mi-raisin, c'est un bilan que vous jugez en ce qui concerne le secteur de la santé. La santé, ce sont les structures, mais c'est également le personnel. Et une catégorie de ce personnel est en grève. Est-ce que cela vous surprend, M. Michelin? Vous comprenez pourquoi j'ai dit le jugement, pour l'instant, c'est mi-figue, mi-raisin, parce que quand vous voyez un personnel à peine recruté se lancer dans les grèves, c'est en rapport avec ce qui leur avait été dit. Il était question qu'effectivement, on les recrutait, et puis il y a un traitement spécial qui devait se faire pour qu'ils rentrent dans leurs droits, notamment avoir un salaire. Bon, vous connaissez l'administration gabonaise, hein? Moi je suis de ceux qui pensent que c'est pas par coup de bâton magique que les choses vont changer. On a beau avoir la volonté de dire nous allons restaurer la dignité, restaurer les institutions, passe par restaurer les mentalités. L'administration gabonaise a encore ses casseroles. Il va falloir peut-être, pour l'instant, observer, mais beaucoup taper sur la fourmilière pour que les choses bougent véritablement, prendre de véritables décisions. Et moi, j'entends par restaurer les institutions, c'est-à-dire être capable aussi d'appliquer les décisions que nous-mêmes nous prenons, être capable de prendre des textes que nous-mêmes devons respecter. La restauration ne repose que sur les textes. Quand on est hors des textes, ça donne ces résultats. Donc, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que le personnel crie. Ça, ce sont, on va dire, c'est la vague de ceux qui viennent d'être recrutés. Mais il y a ceux-là qui travaillent depuis des années, qui ont vu leur rêve être brisé parce que la carrière n'a pas été déroulée par la faute de l'administration, bien sûr. Évidemment. Et ce qui fait que l'expression de ces derniers sur le terrain vis-à-vis de malades renvoie parfois à une expression un peu morose, et puis on se dit qu'est-ce qui ne va pas, et automatiquement c'est qualifié de mauvais accueil. Mais derrière cet acte, il y a tout un empire de vie de quelqu'un qui a pris un coup, quoi. Et donc le rêve n'est plus permis chez ceux-là. Ils se disent, bon, on a cru, malheureusement, l'administration nous a rendu un mauvais service. Bon, qu'est-ce qu'il faut encore donner? Donc ça ne va pas. Il faut commencer aussi par restaurer cela, leur permettre de penser que d'ici là, ils iront à la retraite avec une situation sociale plus ou moins apaisée.
On reviendra sur l'expression renvoyée par le personnel soignant aux malades. Mais je voudrais qu'on évolue un temps peu en parlant de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit un homme vraiment très en colère, fustigeant le fait qu'il y ait coupure également au sein du CHUL de Libreville. Alors, il y a une satisfaction, il y a des attentes, mais comment expliquer qu'à l'hôpital général de nos jours, on puisse vivre ce genre d'événement? Bon, moi, ça ne me surprend pas. Il s'agit de la technique quand même. Hein. Ce qui serait mauvais, c'est de penser que l'hôpital général n'aurait pas de groupe électrogène. Mais il y en a. Hein, il y en a et qui fonctionnent très bien Mais d'ailleurs. comment on explique finalement ce qui s'est produit? C'est un outil, on va dire un mécanisme qu'on appelle l'inverseur. Donc, à chaque fois qu'il y a coupure, le groupe électrogène doit déclencher au moins la minute qui suit ou les secondes qui suivent. Malheureusement, cet inverseur a un problème. Et il va falloir effectivement que l'administration de l'hôpital général, donc du CHUL de Libreville, puisse prendre ses responsabilités avec la tutelle pour qu'un inverseur soit trouvé. Mais pour l'heure, à chaque fois qu'il y a coupure, c'est manuellement que c'est activé pour qu'il y ait la lumière. Donc ce jour-là, c'est à l'instant où il y a eu coupure, naturellement, il se trouvait là, et puis bon, vous savez... donc il n'y a pas eu de perte en vie humaine pour les personnes en réa? Pas du tout, il n'y a pas eu de casse. C'est rassurant tout de même. On n'aurait pas caché, il n'y a pas eu de casse. On n'avait personne dans les blocs. C'était plutôt un peu en réa, aux urgences de la cardio aussi, mais il n'y a pas eu de casse. Et puis après, le courant est revenu, puisque le technicien chargé de veiller sur ce mécanisme, ayant constaté quelques secondes que l'inverseur n'avait pas déclenché, s'est précipitamment rendu pour pouvoir rétablir le courant. D'accord. Malheureusement, la chose avait été déjà faite, la communication était déjà passée dans les réseaux sociaux. Bon, et puis la suite, hein, c'est ce qu'on apprend encore, qu'il aurait été arrêté. Oui, ça fait couler encre et salive. Hein. Voilà. Dans tous les cas, M. Michalin, beaucoup de Gabonais estiment que le secteur de la santé est très stressant et continue de coûter cher aux Gabonais, notamment les lambda. Vous, en tant qu'acteur syndical, au-delà de la dénonciation et du fait que vous jugez satisfaisant certaines actions des gouvernants, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que ce secteur soit accessible à tous et en tout temps? Bon, moi je dis le secteur il est accessible. C'est peut-être une faiblesse qui est constatée du fait de on va dire quoi, quelques procédures qui aujourd'hui mettent un peu à mal le système. Aujourd'hui, tout le monde peut aller à l'hôpital par le biais de la CNAMGES. Tout le monde est quasiment assuré. Donc, le gros payeur reste la CNAMGES. Mais derrière ça, il y a un problème. Parce que c'est là où vraiment le serpent se mord la queue. Le citoyen est assuré, donc il y a un assureur qui doit le prendre en charge. Et l'hôpital, qui est le prestataire, offre des prestations, croyant qu'à la fin de ces prestations, il y aura une ristourne qui lui permettra de renforcer son équipement, d'acheter le médicament ou les consommables qu'il a utilisés pour prendre en charge un assuré. À la fin, l'hôpital attend que ça soit payé par la CNAMGES. Malheureusement, la CNAMGES attend que l'État lui reverse une quotité sur la base du recouvrement qui aurait été fait dans les cotisations des assurés. Donc, vous voyez, c'est là où il y a le vice. Donc, du coup, on a l'impression que les choses sont compliquées, effectivement, parce que quand vous arrivez à l'hôpital et qu'on ne peut plus trouver une seringue, on se dit c'est la mauvaise foi des praticiens. Non, un praticien utilise ce qu'il a sous sa main. Quand il n'a rien, il ne fait rien. Le pharmacien ne sert le médicament qu'il en dispose. Quand il n'y a pas, il ne donne pas. La CNAMGES est censée payer tous les 15 du mois les pharmacies, dont les officines privées, et à l'hôpital, c'est 30 jours après la fin de la facturation. Donc à la fin du mois, on va dire 60 jours, et la facture tombe. Malheureusement, nous allons à des années sans que la CNAMGES ne paye. On peut faire 2 ans, c'est pas payé. 3 ans, c'est pas payé. Donc, c'est ce qui explique que certains personnels soignants sont réfractaires aux compatriotes détenteurs d'une assurance CNAMGES? Non, ils ne sont pas réfractaires, mais par contre... Nonchalants peut-être? Voilà, bon, en fait, parce qu'on prend en charge, mais qui paye? Vous voyez, qui paye? Mais il est d'abord question de sauver une vie. Mais on sauve la vie en utilisant quoi? Il faut le produit. En fait, c'est ça le problème. Il faut que les gens comprennent. Nous sommes disposés à tout donner aux compatriotes. Mais quand on n'a rien, on fait comment? Un enfant convulse sous votre regard,
Vous n'avez même pas du Valium pour l'administrer. Vous faites quoi? Mais la personne ne saura pas que vous n'arrivez pas à poser un acte parce qu'il vous manque l'élément essentiel pour poser l'acte, mais il va dire, on me néglige. On a vu mon enfant convulsé ou mon parent convulsé. Ils n'ont rien fait. Mais on n'a rien pour l'administrer. On n'a que nos yeux pour regarder et on saigne. On ne veut pas faire des transferts de sentiments. Parce que sinon, on se mettait tous à pleurer quand les malades pleurent. Or, si moi je pleure, vous n'aurez plus confiance. Vous allez dire, oh, mais lui-même il pleure, donc il sera plus capable de me prendre en charge. C'est pourquoi nous avons l'air d'un cœur serré, on reste serein dans ce qu'on fait, mais au fond de nous, nous saignons. Nous saignons parce que nul ne peut... Ce sont nos parents. Il ne faut pas croire que parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, non. Celui qu'on reçoit aujourd'hui, au même moment, parfois, il y a votre parent qu'on reçoit dans les mêmes conditions ailleurs. Donc, c'est la même chose. Parlons de la réception. En ce qui concerne le secteur de la santé, il est souvent dit que c'est le premier médicament du patient, mais les plaintes continuent dans ce sens-là. Les agents de santé aux accueils sont assez, permettez l'expression, impolis. Bon, la question de l'impolitesse relève déjà de l'éducation de tout un chacun. Le milieu dans lequel vous avez grandi, les comportements qui ont influencé votre propre éducation, ça vous a forgé comme ça. Et quand on vous prend à l'hôpital, je ne pense pas qu'à un âge révolu pour être travailleur, c'est à cet âge-là qu'on peut encore vous éduquer. Non. La seule chose qu'on a à faire pour vous, c'est de vous dire, voici ce que prévoient les textes en termes de fonctionnement et que si vous violez les dispositions de ces textes, on appliquera telles dispositions pour vous punir. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Donc, il y a des gens, malheureusement, qui ont cette éducation. Et en plus d'éducation, il y a ceux qui ne savent pas faire la différence entre les problèmes qu'ils vivent dans les maisons et l'hôpital. À la maison, si vous avez eu des difficultés la veille, quand vous venez à l'hôpital, faites un effort d'oublier tout ce qui est de la maison. Et quelle politique mettez-vous en œuvre à l'intérieur de la maison pour justement mettre fin à ce phénomène-là? Au niveau de l'hôpital? Oui. Non, la seule chose à faire, c'est de former les gens. Il faut les former, continuellement les former, et puis il faut les punir lorsqu'ils font mal, lorsque la responsabilité individuelle est formellement établie. Il faut punir. Mais quand ce n'est pas établi, il faut aller dans le sens de sensibiliser, il faut aller dans le sens de rappeler ce qui doit être fait, donc de l'éthique, des comportements qui sied, pour dire quand un patient vient, quelqu'un vient à l'hôpital, c'est qu'il est déjà malade. Il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Il n'est pas peut-être dans des conditions où il faut forcément l'hospitaliser, mais il y a toujours un besoin qui amène quelqu'un à l'hôpital. Et quand il a choisi l'hôpital, au lieu de choisir le ministère de l'Éducation nationale pour aller visiter, c'est que parce qu'il estime que c'est à l'hôpital où se retrouve sa solution. Donc nous avons l'obligation de le prendre en charge. Et les premières personnes qui doivent recevoir ceux qui viennent à l'hôpital doivent avoir effectivement ce sourire, ils doivent avoir une expression, ils doivent avoir ce respect réciproque. Ils doivent se mettre à la place de celui qui vient pour dire, il vient parce qu'il y a un problème, il faut bien qu'on l'aide. Ça, c'est un fait. Mais l'autre fait, c'est quoi? C'est qu'il y a aussi des parents de malades. Quand ils viennent à l'hôpital accompagner les patients, alors là, qui sont d'un comportement insupportable, qui ont une agressivité vis-à-vis des praticiens, parce qu'ils ne comprennent pas ce que les praticiens font. Comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un convulse, tu n'as pas le Valium, tu n'as pas autre chose pour justement relaxer ses muscles et pouvoir adapter le traitement qui sied. Moi, parent de malade, quand j'assiste à ça, je commence déjà par m'énerver. Je commence déjà par blâmer le travailleur. En fait, cependant, je ne connais rien de ce qui se passe. Je ne connais pas ce qu'il doit faire. Mais tout ce que je veux, c'est de le voir donner un comprimé, c'est de le voir injecter. Mais je ne sais pas s'il a le comprimé qu'il faut. Je ne sais pas s'il a le produit qu'il faut pour administrer afin de prendre en charge. Donc, l'accueil et l'autre facteur, il faut ajouter, parce que la question de l'accueil, c'est une question très préoccupante. Le circuit du malade nous invite à regarder les niveaux d'intervention. Aux urgences, c'est le milieu le plus stressant. Les accidentés, ceux qui ont des soucis à la maison, qui courent, ainsi de suite. Toutes les pathologies nécessaires, en tout cas les affections, on passe par les urgences, où on vient même crier, on vient pleurer, on vient tout dire. Mais ceux qui y travaillent, ils sont dans des conditions parfois qui ne leur permettent pas de trouver des solutions rapides. Et c'est stressant. Le niveau psychologique parfois chute. Il faut être fort pour supporter certaines pressions d'urgence.
Et c'est là, en cela où je pense, pour ma part, que nous devions choisir aussi les acteurs qui doivent intervenir aux urgences. Et puis, les parents de malades, il faut les sensibiliser. Il faut un bon service de communication dans les structures Exactement. qui doivent sensibiliser et les malades et les parents des malades pour nous éviter des comportements blâmables que nous vivons souvent. Nous rappelons juste aux internautes que nous recevons dans la petite entrevue Monsieur Sergas Mikala, acteur syndical. Et Monsieur Mikala, on vous a vu ces derniers temps dans la sphère politique. Ah bon, vous me voyez. Évidemment, à travers les suivi, médias, alors. Évidemment. Sur le plan politique, c'est-à-dire qu'il y a un basculement et que d'aucuns estiment même qu'il y a plus de faveurs en politique que dans le monde syndical. Bon, dans un premier temps, il faut dire que M. Mikala a essayé d'apporter du sien dans le milieu syndical. Ça marche pas, on va en politique? Et ça marche bien dans le milieu syndical. Ah, d'accord. Malheureusement, vous savez, vous voyez comment parfois il y a des conflits dans les syndicats. D'aucuns pensent que vous avez mis assez de temps, malgré les résultats qui sont remarquables, que d'autres acteurs veulent vous remplacer. Après, il faut se préparer à partir. Il faut se préparer à partir, mais il faut coacher, il faut préparer des relèves. C'est ce que M. Mikala essaie de faire. Donc, M. Mikala, que vous apercevez, c'est d'abord un citoyen gabonais qui peut avoir aussi des envies, pourquoi pas. C'est un citoyen gabonais qui approche certainement ou qui échange parfois avec les hommes politiques, qui partage certains discours. Donc, c'est pas faux que vous puissiez me voir quelque part. Et puis, peut-être, c'est une manière aussi de se préparer pour faire de la politique comme les autres, pourquoi pas. Mais pour l'heure, nous sommes encore dans le monde syndical et nous nous y plaisons et nous devions poursuivre notre travail parce qu'on en a besoin. Il faut toujours des contrepoids dans notre administration, dans nos administrations. Et c'est pas donné à tout le monde de jouer le rôle que nous jouons. Mais rassurez-vous, M. Mikala est toujours là. Monsieur Mikala, le 12 avril prochain, élection présidentielle, vu que vous flirtez déjà avec la politique pour avoir des ambitions, vous l'avez clairement dit. D'aucuns estiment je ne vous ai pas dit que je serais président, moi. Peut-être pas président, mais sait-on jamais. On parlera bientôt des élections législatives et locales. Peut-être que là-bas, c'est votre couloir pour le moment, sait-on jamais. Alors, le 12 avril, vous pensez en acteurs, en citoyens, que c'est réaliste pour l'organisation des élections présidentielles? Je suis de ceux qui pensent que le 12 avril, tout est faisable. Parce qu'une élection, c'est quoi? Une élection, c'est des candidats. Une élection, c'est la commission électorale. Une élection, c'est la liste électorale. Et je pense que nous avons déjà le code électoral, nous avons la liste, nous aurons des candidats. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison plutôt que l'élection ne puisse pas bien se tenir. Pourquoi? Les électeurs sont là, ils n'attendent que ça. Et depuis que le pouvoir a été déchu, le pouvoir sortant a été déchu, ce pouvoir déchu, on savait déjà qu'il y aurait des élections. Donc, si moi j'étais responsable des partis politiques, en fait, je ne passerais pas mon temps à polémiquer. J'aurais pu prendre ce temps-là pour m'organiser parce que je sais qu'au final, il y aura une élection. Et nous sommes dans une transition. La transition, nous l'avons dit, c'est 2 ans au maxi. Donc, ramener à la date du 12 avril, mais c'est coup de chapeau pour les militaires qui ont pensé qu'il faut vite sortir de là, parce que le Gabon a besoin de retrouver son mode de vie constitutionnel pour pouvoir s'ouvrir à des investisseurs, pour trouver de l'emploi, pour bouger librement. C'est ce que nous attendons. Donc, ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui sont prêts, ils iront aux élections. Moi, je suis un électeur, rassurez-vous, j'irai voter. L'autre point d'achoppement, en ce qui concerne l'élection du 12 avril, c'est la date inconnue du second tour. Vous également, est-ce que vous estimez... La date inconnue, c'est quoi? De second tour de cette élection. Mais le second tour, c'est après 2 semaines, on va dire. On ne met pas une date. Une fois on a donné les résultats du premier tour, mais les jours qui suivent, la semaine qui suit ou les 2 semaines qui suivent, vous répartez sur le terrain. Donc, on estime que c'est trop vague et incertain. Non, ce n'est pas le deuxième tour qui fixe l'élection. L'élection est fixée au premier tour. Celui qui va aux élections, là, il ne faudrait pas qu'il calcule déjà sa possibilité d'aller au deuxième tour. Non, sa possibilité, c'est de dire, je gagne au premier tour. Je crois que c'est ce que les Gabonais doivent retenir. Le deuxième tour, il est facultatif. Bon, c'est la loi, d'accord. On dit, on prévoit un deuxième tour, au cas où. C'est ça. Et donc, il y a d'abord l'élection fatidique. La date fatidique, c'est le 12. J'ai une popularité, j'ai
un projet de société soutenable et accepté de tous, on va aux urnes, le nombre de voix qui sortiront de là, si ça me donne vainqueur à une majorité absolue, mais c'est fini, il n'y a plus de deuxième tour. Si vous avez 51%, vous avez gagné l'élection présidentielle. Il n'y a pas de deuxième tour. Maintenant, si vous avez 49, l'autre à 3, bon, vous repartez au deuxième tour. Monsieur Mikela, c'est ici qu'on Les gens pensent aux alliances. Non, il faut battre l'adversaire dès le premier tour. Le reste, on verra. La politique, c'est également la mise en place des stratégies. Il ne pourrait pas en vouloir ces derniers. Tout à fait, mais les stratégies aussi sont dans, on va dire, dans l'OTAN. On ne peut pas prévoir déjà l'issue d'une élection du 12 et dire, bon, on met déjà telle stratégie. Non, allons-y. Mais on sait que si ça arrive, voilà ce qu'on fera. Monsieur Mikela, vous avez les allures de quelqu'un qui est très déterminé, qui sait sur quoi il joue, où il va. C'est un peu trop sûr de vous par rapport à ces élections. C'est quand même bizarre. Toujours sans cette certitude et cette envie, franchement, de... Vous savez pourquoi? Non. Dieu a fait grâce que je vive déjà jusqu'à l'âge de 50 ans. Des joyeux anniversaires. Merci. En juillet, on pourra fêter cet anniversaire. C'est dire que j'ai vu des vertes et des pas mûres. Et le politique gabonais, on le connaît. On connaît des acteurs politiques. Tout ce qui chante là, que ce soit du côté du CTRIS qui font des commentaires ou de potentiels candidats, parce que le CTRIS pour moi, c'est pas un parti politique. Il y aura un individu ou deux individus qui vont se lever du camp des militaires, de la transition. De l'autre côté, il y aura bien des gens. Et puis, ils iront aux élections. Mais quand on regarde ceux-là qui veulent s'opposer, certainement ceux qui vont se lever du côté du CTRI, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons déjà vécu des élections sous le PDG avec ses adversaires. On sait, c'est que ça a toujours donné les mêmes acteurs là qui viennent maintenant. Donc moi, je suis serein qu'il y aura une bonne élection. Un candidat va gagner, il sera président. Et nous tous, nous allons nous aligner pour les 7 prochaines années afin de l'aider à réorganiser la vie du pays et voir ce que ça pourra donner. Je m'en voudrais tout de même de ne pas vous poser cette question. Jean-Rémy Yama, qui crée sa formation politique, très connue sur la place publique en tant qu'acteur syndical, quel commentaire vous en faites? C'est son choix. Je pense qu'il a mûri la question et il a ses convictions pour se présenter candidat. Jean-Rémy avait été élu député chez lui, je crois, aux élections dernières, par le biais de ses camarades, parce que lui-même étant en situation de détention. Et c'est une belle expérience. Là, il vise plus, il devient maintenant lui-même acteur politique, parce que là, il était sous la bannière d'un parti. Là, maintenant, il devient acteur politique avec son parti. Je pense qu'il aura le temps de s'organiser parce que, et je sais, M. Jean-Rémy Yama, c'est un monsieur très intelligent. Et il sait aussi écouter. Son parti pourra être, pourquoi pas, une force politique sur laquelle il faut compter dans les jours à venir. Parce que pour moi, je pars d'abord des acteurs. C'est l'acteur, c'est le leader qui sait impulser une dynamique. Et Jean-Rémy en a la capacité. Bon, après, on se dit, entre le syndicat et la politique, je pense que les difficultés ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de fourberies en politique qu'en syndicalisme. Donc, après Jean-Rémy Yama, doit-on s'attendre à ce que Sargas Mikela nous présente sa formation politique dans les années à venir, peut-être, hein? Alors, ne comptez pas sur moi pour créer un parti politique. Monsieur Mikela Mundanga est celui qui sait s'adapter à ce qui existe et qui sait apporter du sien dans un groupe. Il y a des formations qui existent et si je pense faire de la politique, j'irai dans une formation pour laquelle les idéaux me sensibilisent et pour laquelle j'estime que le salut des Gabonais peut être par là. C'est ici que l'on s'arrête pour cette entrevue, Monsieur Sargas Mikela. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation.